Salut et bienvenue dans Et on recommence, le podcast entre potes dédié aux remakes de films et de séries. Je suis Cynthia et je suis très heureuse d'être en compagnie de Hugo Bonjour. et de Pauline. Salut! Le film du jour, c'est Intouchable et son remake américain, The Upside, qui est aussi appelé en France sous un autre jour, mais on va garder The Upside parce que c'est plus court. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous aviez déjà vu ces deux films et si oui, vous en aviez pensé quoi globalement? Pauline, je te laisse commencer si tu veux. Mhm. Alors oui, j'avais vu Intouchable, évidemment, à la sortie, donc au cinéma, et que j'avais adoré. Et The Upside, j'avais trouvé ça, je crois, un peu gnangnan, enfin voilà, un peu passe-partout, et voilà, j'avais zappé de mon esprit, quoi. Ok, très bien. Et toi, Hugo? Moi, je les ai découverts. J'avais vu aucun des deux. J'étais C'est passé vrai? à côté du phénomène Intouchable à l'époque. Incroyable. Moi, je suis pas très film français, hein. Il est sympa. Tu sais, c'est comme... Non, il est assez cool comme film. C'est pas non plus ma top cam. Je m'attendais que ça soit un film qui tire un peu les larmes ou qui soit un peu trop gnangnan d'un point de vue discours social ou autre. Mais non, je trouve qu'au final, c'est sympa. Et toi, Cynthia? Bah moi je l'avais vu en avant-première Allociné, pourtant j'avais lu le synopsis et ça m'avait pas du tout donné envie, et pourtant j'ai adoré, je l'ai conseillé après à toute ma famille. Et The Upside, alors quand j'ai su qu'il allait sortir et qu'il y avait Bryan Cranston qui joue du coup dans Malcolm, Oui. dans Breaking Bad, etc., j'avais grave envie de le voir, mais je sais pas, j'ai laissé passer le moment et au final je l'ai vu seulement là pour le podcast. Intouchable, c'est une comédie française réalisée par Toledano et Nakache en 2011, et c'est un film adapté d'une histoire vraie. Il a fait près de 20 millions d'entrées en France, Wow. donc même encore aujourd'hui, c'est le 3e film au box-office France, derrière Titanic et Bienvenue chez les Ch'tis. Ah, ok. Omar Sy a d'ailleurs été récompensé d'un César pour sa prestation d'acteur. Alors Pauline, si tu veux bien, je vais te laisser résumer le film. Oui. Alors, à la suite d'un accident de parapente, Philippe, un riche aristocrate, engage comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison. Ensemble, ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earth, Wind and Fire, le verbe et la vanne, les costumes et les bas de survêtement. Deux univers vont se télescoper, s'apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi dingue, drôle et forte qu'inattendue. Une relation unique qui fera des étincelles et qui les rendra intouchables. C'est beau. Ah, c'est magnifique. Alors le film a cartonné dans le monde entier et plusieurs remakes ont vu le jour, dont un remake indien, un argentin et un sud-coréen. Ah ouais, ok. Et il a réalisé 416 millions de dollars de recettes dans le monde. Wow. Alors côté US, il y a eu beaucoup de soucis pour faire le remake. En 2017, donc 6 ans après la sortie du film français, le film américain était prêt, mais il devra attendre encore 16 mois avant de sortir en salle. Alors pourquoi ? C'est parce qu'on est en pleine période MeToo, et le film est produit par l'ancien studio d'Harvey Weinstein. La maison de production a donc été vendue et rebaptisée Lantern Entertainment, histoire de ne pas être associée au scandale. Ouais. Et ensuite, les réalisateurs et les scénaristes se sont succédés, et c'est finalement le réalisateur Neil Burger, qui est connu pour avoir réalisé des blockbusters d'action comme Divergente ou Limitless, qui est resté jusqu'au bout. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, vous, que ce soit un mec qui ait fait des films d'action qui se prête au jeu de faire un remake de comédie. Après, connaissant les Américains, ça m'étonne pas du choix de réalisateur. C'est rarement des auteurs qui font des films avec des intentions qu'ils mettent derrière. Donc, C'est vrai. mettre un exécutant dessus, je trouve pas ça impressionnant. Enfin, Oui, tu trouves pas ça étonnant, quoi. Sans doute qu'ils attendaient aussi quelque chose d'un peu formaté, voilà, qui surprendra personne. Voilà, c'est un choix assez conformiste aussi dans la réalisation. Un choix sécure, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. c'est- Il n'y a pas de touche d'auteur derrière, quoi, véritablement. Mhm. Hugo, je te laisse résumer le film américain, du coup, The Upside. c'est l'histoire de Philippe Lacasse, un milliardaire tétraplégique qui pense que la vie ne mérite plus d'être vécue. Son quotidien est dynamisé par l'arrivée de l'excentrique Del Scott, un ancien détenu en liberté conditionnelle, engagé comme auxiliaire de vie. Opposés sur le plan social, les deux hommes deviennent rapidement des amis et Philippe, grâce à cette nouvelle amitié, reprend goût à la vie. Alors, on va commencer par présenter le personnage de l'auxiliaire de vie. En France, il s'appelle Driss et il est interprété par Omar Sy.
Aux États-Unis, pour jouer le personnage de Dell, c'est Kevin Hart qui a été choisi. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un humoriste, un acteur, un producteur qu'on a pu voir récemment, notamment dans les reboots de Jumanji. Mais avant de s'arrêter sur Kevin Hart, il y avait d'autres acteurs qui avaient été envisagés, comme Chris Rock, Jamie Foxx et Idris Elba. Wow. Vous auriez aimé voir un de ces acteurs-là, ou vous êtes très content de Kevin Hart? Maintenant que j'ai vu le film avec Kevin Hart, je vois pas d'autres acteurs. Je vois surtout pas Idris Elba, bizarrement. Non, moi, ça me va bien, Kevin Hart. Ok. Et toi, Hugo? Après, moi, j'ai du mal personnellement avec Kevin Hart. Mais Idris Elba, il fait trop classe pour être dans ce genre de Oui, je rôle. suis d'accord. Et puis trop vieux aussi. Il aurait été mieux en tétraplégique, Idris Elba. Oui, exactement. Oui, je suis d'accord sur ce point, ça serait cool. Exactement, je suis d'accord aussi. Est-ce qu'il y a quelques différences que vous auriez repérées pour ces personnages, des similitudes? Qu'est-ce que vous voudriez dire? Hugo, est-ce que tu veux commencer? Ben, c'est Kevin Hart qui fait du Kevin Hart, en fait. Il a le petit rôle de comique un peu américain qui est survolté, qui lance des pics à moindre parole. Kevin Hart fait vraiment personnage de sketch. Ah ouais? Parce que moi, je connais pas trop Kevin Hart. Je l'ai trouvé assez convaincant, finalement, dans le rôle. Ouais. Mais par contre, là où je te rejoins, c'est qu'il fait moins sympa, quoi qu'il arrive, que Omar Sy. Mais en même temps, faire plus sympa qu'Omar Sy, c'est compliqué. Tu vois, vu qu'Omar Sy, moi je suis plus familier avec sa carrière de comique qu'il avait avant, je trouve que pour un premier rôle dramatique, il est super convaincant et il joue super bien. Ah, toi, tu le vois plus comme dramatique? Bah oui, il lance des vannes, mais c'est justement pour un peu dédramatiser par rapport à ce que Philippe vit dans sa vie au quotidien. Il arrive à faire la balance, tous les passages où il est en train de regarder le reste de sa famille de loin et autres. Je trouve que ça se retransmet bien sur son visage, le fait qu'il ait un petit malaise par rapport à sa condition sociale et à sa vie. Donc là, par rapport au Kevin Hart, j'ai pas réussi à être à fond dans son côté drama quand il est plus en relation avec sa famille. Les personnages de Driss et de Dell sont à l'image en fait des films. C'est-à-dire Driss, il est plus en retenue. Effectivement, il y a un peu de pudeur aussi dans son personnage, mine de rien. Et le film, je trouve aussi de manière globale et sur ce même ton. Ça, c'est des bas de contention. Ça, si je les mets pas, le sang circule mal. Du coup, je risque de m'évanouir. Moi, je vais pas vous mettre des bas. Hein. Je sais même pas pourquoi on discute. Franchement, je vais pas le faire. Même pour vous. Vaut mieux vous évanouir. Franchement, à un moment donné, on dit non, on les met pas, on reste là. Marcel, on va pas les mettre. Et le film américain, au contraire, il est un peu plus grandiloquent, quoi. Tout est plus show-off, etc. Et donc Kevin Hart, son personnage d'elle, il est pareil, il est un peu... il en fait des caisses et tout ça. Il a effectivement une énergie qui est différente de celle de Driss, qui est plus l'énergie, je trouve, qu'on retrouve souvent dans les duos comiques un peu américains, où t'en as un qui est un peu posé, et l'autre qui est toujours un peu nerveux, qui rigole vachement, qui parle tout le temps beaucoup et tout ça, qui a une répartie de dingue. Je trouve que ça va un peu dans cette continuité des personnages. Donc moi, ça m'a pas gênée, j'aime bien. Et moi, il m'a fait marrer. Moi, ce que j'ai trouvé pour les personnages, je sais pas si vous allez être d'accord, mais je trouve que dans la version américaine, ils ont apporté une dimension qu'on voit pas dans le film français, c'est l'importance d'être noir. Le personnage de Driss... il vient des banlieues et il y a plus limite un côté bataille entre les catégories sociales, alors que au final dans la version américaine il y a aussi une dimension supérieure avec le personnage de Dell, c'est qu'il est noir. Déjà, je vais parler du côté classe sociale qui est vachement mentionné dans le film français, où tu sens vraiment que le personnage de Cluzet, Philippe, vient d'une aristocratie et que Idriss Elba... Parce qu'il s'appelle Driss et que son perso s'appelle Idriss. Que Omar Sy essaie de casser par rapport à cette relation. Alors que comme tu dis, dans le film américain, déjà tu as le côté... le personnage de Philippe, c'est un mec qui a fait fortune et qui est un riche homme d'affaires capitaliste. Et avec Kevin Hart, justement, où on mentionne beaucoup son côté noir, notamment avec... c'est avec Yvonne, où il lui dit si elle a peur de lui parce qu'elle lui dit non, j'ai peur de vous, mais pas pour les raisons que vous croyez. J'ai peur de mettre Philippe dans des mains de quelqu'un d'incompétent. Dans le film français, la mention de la couleur de peau de Driss est quasiment pas faite, alors que dans le remake d'elle, il y a une quantité de fois où effectivement il reprend les termes d'esclavage, de serviteur, mais c'est montré avec humour. Il s'appesantit pas là-dessus en fait du tout. Non, mais par contre, c'est vrai qu'ils en font mention. Et on le voit aussi même à un moment où ils vont aller à l'opéra. Dell, il se moque un peu, il rigole, il veut pas l'écouter. Et à la seconde où il y a une cantatrice noire qui se met à chanter, il se tait.
Et tout de suite, il adore, quoi. Il est Et happé, il trouve ça ouais. génial. Voilà, exactement. Et quand il est avec aussi le voisin, là, Ouais. au niveau du parking, je crois, Oui. il lui demande comment tu t'appelles, et il lui dit Blackman. Oui, Parce exactement. que justement, il voit que l'autre, c'est un raciste, et Mm. il se dit, je vais en faire exprès, je vais en faire des caisses, et je vais bien approprier le fait que oui, je suis noire, et en quoi ça te dérange, quoi. Ouais. Tant que j'y pense, je voulais vous dire, on a trouvé une aide à domicile fantastique pour ma mère. Je vous donnerai le numéro de l'agence. Eh oh, c'est bon, je suis là. C'est moi son aide. Carter, voici monsieur. Blackman. Dakawan Daché Blackman. Voici Carter Locke, l'appartement en dessous du nôtre. Oh, donc il vit ici. Oui, il vit ici. Je ne vous serre pas la main. Ça vaut sûrement mieux. À l'époque, en fait, les critiques américaines, notamment c'était Variety, avaient défoncé Intouchable, et ils avaient qualifié le film de raciste parce qu'ils trouvaient que le personnage de Omar, de Driss, il était traité comme un singe de compagnie qui doit divertir son maître blanc, quoi. Du coup, ça a peut-être joué aussi sur le fait que, par peur d'être taxé de raciste, ils ont peut-être beaucoup plus fait s'apesantir le côté du personnage de Dell sur le noir, la défense du noir, de ses droits, et du peut-être. malaise justement à servir un blanc, quoi. C'est ça. Est-ce que vous voyez d'autres axes Les personnages en eux-mêmes, l'un est quand même père, il a une famille, etc. Et l'autre est quand même seul. Oui. Ok, il a sa tante et tous ses neveux, mais finalement, il est quand même seul. Ça rend son histoire encore plus compliquée, je trouve. Je pense que c'est une volonté de faciliter le récit pour les Américains, parce qu'effectivement, donc tu dis sa tante, mais en fait, on pense que c'est sa mère. Oui. Les enfants, on pense plus ou moins que c'est ses frères et sœurs, alors qu'en fait, c'est des cousins qui sont issus de pères différents. Et du coup, lui, effectivement, ce rôle qu'il a dans cette famille, il n'est pas super défini. C'est une sorte de père, de grand frère. Et ça rend le personnage un peu plus réel et un peu plus attachant que juste... Tout à fait. On passe qu'on parlait de racisme, on peut parler de cliché, hein. Le cliché aux États-Unis que le père part toujours de sa famille et revient pas. Là, du coup, je sais pas, je trouve que ça fait le personnage de Kevin Hart dans sa situation un peu cliché, et ça en fait juste un délinquant et qui a pas forcément d'historique derrière, de vie complexe, de problématiques un peu plus complexes que juste j'ai braqué un truc, je me suis fait mettre à la prison et j'ai quitté ma famille, je vais repasser mon fils et ma femme. C'est un peu plus cliché et ça fait vraiment archétype de personnage dans un film, quoi. C'est l'américaine, quoi. Bah, c'est plus cliché, puis ça facilite. Au moins, on comprend tout de suite. Alors qu'effectivement, au début, quand on voit Omar dans cet appartement avec tous ses enfants, bon, en tout cas, on se pose plein de questions. Et en plus, on a les réponses qu'à la fin du film. Alors que là, au moins, avec le personnage de Dell, c'est limpide, quoi. Oui. Mais après, je trouve que c'est quand même survolé dans le film français. Ok, ça crée peut-être un peu plus d'historique autour de ce personnage, mais bon, je trouve que finalement, ça prend pas tant de place que ça. Je suis d'accord, c'est survolé, mais je trouve que pour établir la relation entre les personnages qui se découvrent au fur et à mesure, ça rend la chose un peu plus crédible. Enfin, pas crédible, il n'y a pas besoin de rendre les choses crédibles, mais à peu près relation naturelle qui se développe au fur et à mesure que juste je te fais en exposer toute ma life et tout ça, et oui, c'est sûr. à ce moment-là, on vit des péripéties ensemble. Oui. Et du coup, je trouve aussi, je sais pas ce que vous en pensez, mais le fait que Driss, c'est un personnage qui s'adapte super vite. Il devient très très vite ami avec le personnel de la maison et il s'acclimate vachement à tout ce qui est confort de l'hôtel particulier, mais tout en restant lui-même. Et on voit justement la scène du bain, il est dans une baignoire à pied, et lui il est en train de fumer sa clope avec son casque sur les oreilles, il écoute de la musique à fond. Du coup je trouve que c'est un parfait mélange des deux mondes qui se rencontrent, parce que ça fait écho à la première scène dans l'appartement avec une mini baignoire, tous ses cousins qui passent, le linge qui est juste au-dessus de sa tête parce qu'il sèche et tout ça. Là en fait il s'est fondu dans le décor, il est super bien. Et surtout aussi, ça fait écho à la scène dans le film américain où on voit le personnage de Dell qui prend une douche. Qui devient un sketch. Et lui, en complet, fait, c'est un sketch. Il se fait complètement maltraiter par la douche qui est high-tech, qui lui parle allemand. Je sais pas, je trouvais que ça montrait vachement qu'il c'était l'intrus de la maison, quoi. Qu'il n'arrivait pas vraiment à s'acclimater au final. Ouais, t'as raison, c'est vrai. Même au niveau des amis, tout ça, on le sent pas particulièrement proche des autres personnages, quoi. Il est pas... Parce que aussi, Omar Sy, quand même, il a cette espèce de... Il y a comme un truc très fluide, un peu dans... Alors que ce soit son personnage ou même lui, ce qui dégage quelque chose de je suis moi, et puis qu'importe où je me trouve, j'ai toujours ce truc qui se dégage de très sympa, tu vois. Il a une bonté dans son visage, mais Kevin Hart,
il fait ultra nerveux. Voilà. C'est ça. Après, ça va être méchant ce que je vais dire, mais ça aide pas le fait qu'il soit un petit peu petit, qu'il fait un peu roqué. D'ailleurs, le fait qu'il soit aussi grand que Bryan Cranston quand il est assis, donc je trouve ça assez drôle. Alors on va passer maintenant au personnage du riche tétraplégique. Alors là c'est relou parce qu'ils ont gardé le même prénom dans les deux films. Oui. Donc on va essayer de bien préciser à chaque fois Philippe français ou Philippe américain. Donc en France c'est François Cluzet, même si c'était Daniel Auteuil qui avait été choisi à la base. Mais il avait refusé le rôle pour la fille du puisatier. Aux États-Unis c'est Bryan Cranston qui campe le rôle de Philippe. Et à la base, c'était Colin Firth qui devait avoir le rôle. Satisfait de ses choix, vous auriez aimé Colin Firth, Daniel Auteuil ou quelqu'un d'autre? J'ai pas de sympathie forcément pour Colin Firth, ni pour Bryan Cranston, donc... Quoi? Là, oui, je sais, je vais choquer. Là, tu peux pas dire ça. Oui, non. C'est-à-dire que dans le film, j'ai pas de sympathie pour ce personnage. Ah oui. Donc, je sais pas si le choix de Bryan Cranston, c'est un nom très difficile à prononcer. Je sais pas s'il est très judicieux. Enfin, en tout cas, moi qui n'ai pas vu... j'ai vu Malcolm, certes, mais j'ai pas vu la série, la fameuse Breaking Bad. Donc, j'ai pas d'attache particulière avec cet acteur. Et là, pour moi, je l'ai pas trouvé... J'aurais pas choisi cet acteur. Et t'aurais choisi qui? T'as une idée? Aucune idée. Et toi, Hugo? Mais c'est vrai que, du coup, moi j'ai une attache pour Bryan Cranston à cause de Malcolm. Donc, du coup, de le voir en tétraplégique alors que t'as l'habitude de le voir en train de faire de la marche olympique, de faire du roller, du de faire patinage tout ça. artistique. C'est dur de le voir juste comme ça en grognon. Après, n'ayant pas vu moi-même Breaking Bad, où j'ai l'impression que le personnage est beaucoup plus vénère. Ils ont peut-être marché sur ce côté pour plus agacé de la vie en général. Bah, moi, pour le coup, j'ai vu et Malcolm et Breaking Bad. Et j'adore Bryan Cranston. Mais franchement, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, j'aurais pas fait la différence. Son rôle est pas fort. Hein. Non. Là, il fait vraiment le riche basique qui a pas forcément de personnalité en lui-même. Et le seul moyen que tu as de montrer sa personnalité et son histoire, je reviens encore sur la subtilité du film français, où les dialogues racontent un peu son histoire, quand par exemple il raconte son accident de parapente et ce qui est arrivé à sa femme, qui a une maladie. La façon dont c'est amené lors d'une discussion, après une crise de panique, où il faut le rassurer, où il crache un peu plus parce qu'il a fumé un joint, ça fait tout de suite un peu plus organique. Alors que dans le film américain, où c'est obligé que ça soit des flashbacks quand il est en train de dormir en regardant son mobile au plafond, putain, tu fais pas plus didactique quoi, comme façon de raconter les choses. C'est un peu dommage parce que du coup, ça rend encore plus alors qu'il aurait peut-être pu l'exprimer par rapport à des sentiments et par rapport à une scène un peu plus émotive. Là, il est super dépressif parce que par rapport au français, dès le début, il annonce clairement qu'il veut mourir. Que si jamais il y a un souci, faut pas le maintenir en vie, faut pas l'emmener à l'hôpital, faut pas essayer de le sauver. Alors que la mention de la mort du personnage dans le film français, ça vient dans leur discussion où Omar Sy dit « Moi, si j'étais comme ça, je me flinguerais ». Et que lui, il a dit « Ouais, j'y ai pensé un peu ». Mais à aucun moment, il ressasse qu'il essaye de mourir. C'est là où tu vois que dans le film américain, où quand il écoute la musique à fond, il l'écoute tout le temps à fond pour se renfermer. Alors que dans le film français, c'est la première scène d'intro quand ils sont en train de le masser. Qu'une fois. Après, il ne le fait pas plus, quoi. Il partage les choses. Il est quand même, le personnage français, il est plus dans l'autodérision, il fait plein de vannes. Voilà, et ça facilite en plus sa relation avec le personnage d'Omar Sy, parce que justement, l'autodérision, il le trouve en Omar Sy, qui aussi, lui, arrive à se moquer de cet homme tétraplégique, sans être ultra blessant, mais sans être non plus comme tous les autres gens dans les entretiens, en étant lèche-cul, en étant faisant attention à ce qu'ils vont dire et tout ça. Très maladroit, ou parfois soit trop maladroit, soit trop attentif envers la personne. Quelle est votre principale motivation? L'argent. C'est d'aider l'autre, je pense. C'est bon ça comme... c'est bien ça comme... J'aime bien le quartier. J'aime beaucoup les gens diminués. Depuis tout petit, hein. Le sport également. Faut bouger. C'est des personnes qui peuvent rien faire. Voilà, je me souviens en gériatrie, par exemple, il y avait quand même des bons moments. On avait fait la galette, on avait fait... Après, je pense que dans le film américain, l'idée de la rencontre entre ces deux personnages est beaucoup plus forte. Avec l'arrivée de Dell, cette idée de la mort va s'éloigner. Après, ça soulève aussi peut-être le débat de l'euthanasie. C'est ça. Voilà, exactement. Bon, après, c'est vraiment très esquissé, mais voilà. Moi, je trouve que les deux personnages, effectivement, les deux Philippe, je les trouve vraiment
pas forcément sympathique. Alors, Pareil. surtout le US. Et en revoyant le film français, j'ai trouvé Philippe assez fermé, enfin, pas enchanteur, quoi, voilà. Bah, moi, je le trouve assez rustre, assez renfermé. Ouais. Mais au final, dès qu'il est en contact de Driss, il est tout de suite dans la vanne. Il y a un moment, par exemple, au début, là, quand justement il y a tous les candidats qui se succèdent, il y en a un qui parle qu'il est très calé en administratif et que si besoin, il peut les aider à faire la demande d'APL. Et donc, c'est une blague parce que le mec, il vit dans un hôtel particulier et il rigole en fait. Et il dit à Magali, vous vérifierez, mais je crois pas. J'ai l'impression qu'il est plus pince sans rire. Ouais, mais qu'il est quand même toujours un peu là dans la déconne, dans le fait d'être sympa. C'est ça. Je le trouve beaucoup plus ouvert finalement que Philippe US, qui fait un peu le mec poli, mais qui est complètement dépressif, quoi. Bah, c'est ça, et c'est marrant parce que tu vois, je trouve que le personnage dans la version française, il n'arrive pas tout de suite, il reste beaucoup en retrait au début. Oui. Il sourit juste qu'il y a des trucs que disent les mecs en entretien, Mm. mais dans la version américaine, il est directement, le personnage est bien posé, il est directement là. Ouais, c'est vrai. C'est lui qui répond aux interviews, c'est lui qui envoie chier les gens. C'est assez marrant la présence qu'il a dans la version américaine. Justement, c'est peut-être parce qu'il est trop présent qu'ils ont essayé d'amener le fait qu'il veut crever, alors que dans la version française, peut-être qu'au début, justement, c'est peut-être quelqu'un qui a perdu la notion un peu de sourire et de s'amuser et qui va la retrouver au fur et à mesure avec Grâce à... le personnage de Driss. C'est vrai qu'on le tire au plus bas pour que ça fasse une sorte d'effet trampoline et qu'on se dise ah oui, heureusement qu'il y avait le personnage de Del parce qu'il a retrouvé goût à la vie. C'est ça. Alors que là, c'est un peu plus nuancé, c'est-à-dire que le Philippe, il vit très bien comme il est, c'est juste que il en a marre d'être stigmatisé en tant qu'handicapé, et en ayant quelqu'un qui n'aura pas forcément une énorme empathie développée pour lui. Il y a même une scène où, par exemple, il y a le téléphone qui sonne, le téléphone de Philippe Français, et il y a Driss qui lui tend. Et il oublie qu'en fait, il ne peut pas décrocher, quoi. Donc ça montre bien que voilà, le personnage de Driss, il l'aime beaucoup, mais que oui, bah, parfois, il oublie que c'est une personne handicapée, et c'est justement ça que le Philippe Français cherche. Et au final, les problèmes d'handicap ne viennent pas souvent, et même c'est assez anecdotique dans le film français, alors que dans la version américaine, putain, comment ils te les sortent. La scène de changement de cathéter, putain, vas-y, appuie-le qu'il est handicapé et tout ça, quoi. Oui, puis même la scène de la rencontre. C'est Philippe US finit par rencontrer finalement la femme avec qui il correspond. Et le repas se passe très bien jusqu'au moment où on voit que la femme commence à se rendre compte qu'elle est face à quelqu'un qui est finalement dépendant. L'évolution au fur et à mesure du dîner, comme quoi qu'elle réalise qu'il est tétraplégique, qu'il ne peut pas bouger la main. Je trouve que c'est assez horrible à vivre pour le personnage de Philippe à ce moment-là. C'est peut-être l'un des temps forts du film, en fait, où ça se rapproche un peu plus du discours de l'handicap, qui est super fort et super gênant. C'est ultra dur comme séquence. Oui. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est assez rare, de se mettre à la place de celui qui regarde l'handicapé. Et je trouve que c'est pas du tout fait justement de manière caricaturale. Et ça, il n'y a pas dans le film français, effectivement. Non. Mais pourtant, là où c'est marrant, du coup, c'est qu'effectivement, le handicap, il est montré comme ça, mais autant Philippe US, il accepte son handicap puisqu'il accepte de rencontrer cette femme, en se disant j'assume entièrement d'être handicapé et ça se passera bien, alors que le Philippe Français, il a un peu honte, il assume pas le fait d'être handicapé. Déjà, il envoie une photo de lui sans fauteuil roulant, et après, il se pointe, mais il est tellement nerveux qu'il préfère ne pas la rencontrer, quoi. Donc... Oui, mais je pense que, encore une fois, c'est lié à la relation qu'il a, enfin que chacun a avec Del ou Driss. Del, il est beaucoup plus rentre-dedans. Il amène vraiment cette énergie à Philippe. Il lui fait un peu dépasser sa peur de rencontrer cette femme. Et il lui dit, ok, allez, vas-y. Et justement, le Philippe US, effectivement, il a ce côté un peu plus dur, moins pince sans rire et tout ça. Mais on sent que la coquille se brise un peu. Donc, je trouve ça plutôt touchant dans ce sens-là. Le fait qu'on a vu que Driss, il avait tendance à bien s'adapter à l'univers de Philippe, mais que Philippe, il prenait aussi bien le pli de s'adapter à Driss. Enfin, c'est un vrai échange, je trouve, entre les deux, qui a un tout petit peu moins du côté américain, parce que par exemple, on voit Philippe, donc il porte sa petite boucle d'oreille comme Driss, il a sa chaise roulante qui est débridée. On le voit aussi un petit peu aux États-Unis, mais c'est beaucoup plus fugace. Il fume ses pétards, il amène des prostituées, il va même parler un peu différemment. Vous avez pas kiffé là quand vous l'avez eu au téléphone? Si, j'ai kiffé. C'est tout? J'ai kiffé grave. Bah alors? Bah alors, on met cette putain de photo dans une enveloppe. Voilà! C'est ça que je veux entendre. Il y a plein de petits moments comme ça où on voit que c'est naturel en fait, que chacun influence l'autre
et que chacun est content d'avoir un peu plus de partage et de la culture de l'autre, alors que dans la version américaine, je trouve que c'est plus séparé. Parce que tu as une évolution de personnage dans le film français. Tu as une évolution de personnage d'un point de vue mental et d'un point de vue social. Alors que dans la version américaine, tu as une évolution presque dans la société et dans le rapport à l'argent. Parce que tu as mentionné le fait qu'il débride sa chaise roulante. Dans la version française, il débride justement pour échanger, pour courir ensemble, pour aller à la même vitesse. Alors que dans le film américain, ça va l'aider à plus tard ouvrir son commerce de modification de chaise roulante. Il y a plus une évolution de l'histoire qu'une évolution de rapport entre les personnages, je trouve. Il y a des péripéties qui s'enchaînent dans la version américaine. Oui, mais en même temps, le personnage de Philippe, il entre aussi dans la vie de Dell. Il va voir son fils, il partage un moment avec eux. Il y a un pas qui est fait dans la vie aussi de Dell. Je veux dire, c'est Kevin Hart qui l'emmène montrer à quoi ça ressemble à la banlieue américaine. Il reste très détaché. Ça fait très jouer aux os. C'est horrible, hein. Enfin, ça fait un peu bizarre. Il y a une espèce de filtre sur l'image où les coins sont assombris comme si tu étais dans un film de Spike Lee. Tu étais en infiltration caméra cachée in the hood. Wire. Je trouve pas que forcément le personnage rend plus attachant ou il s'intéresse plus à la vie du personnage de Kevin Hart. Non, je dis pas qu'il s'intéresse parce que de toute façon le personnage reste quand même assez froid. Mais c'est là où je trouve que c'est pour ça que je disais que le film français se rapproche du drame, parce que je trouve qu'il y a vraiment une évolution au sein des personnages. Dans le film français, tu sais jamais si ça va être un happy ending ou juste un moment de leur vie ou autre. Là, de toute façon, je trouve on le sent dans le film américain. C'est pas le buddy movie ou quoi, mais il y a un côté un peu presque comédie romantique, quoi. Où on sait que tout ça va finir par une explosion de joie. Enfin voilà. Mais c'est après, si on le sait, on part de cette idée-là et puis bon, on accepte ou on n'accepte pas ce postulat, quoi. Mais et puis même, tu disais Pauline qu'il y avait une happy end. Je trouve que c'est quand même relativement mitigé aux États-Unis. Oui. Même si effectivement on s'attend à ce que ça se termine bien, c'est pas non plus le gros happy end parce qu'il est séparé de sa femme et de son fils. J'ai exagéré, oui. Typiquement, ça aurait pu. Pour un film américain, ils auraient pu essayer de tout conclure bien et de terminer super bien. D'ailleurs, il y a des scènes inédites dans la version américaine. La scène du cathéter et tout ça. Tu vois, ça devient tout de suite des sketchs avec une musique derrière. Ça dure un peu longtemps, ça tourne autour du pot, ça tourne autour du sujet. Alors que dans la version française, c'est toujours des petites blagues, des petites piques au fur et à mesure, au jour le jour. Donnez-moi un chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. C'est une vanne, hein. Non, je déconne. Ah, c'est une blague. Ben oui, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Elle est bien quand même. Très bonne, c'est une très bonne blague. C'est une vanne connue. Pas de bras, pas de chocolat, mais avec vous. Allez. Elle est chambée. C'est une bonne blague. Mais oui. Pas de bras, Philippe. Dans la version américaine, il va y avoir plus de gags visuels finalement. Et les scènes sont plus longues aussi. Oui. Enfin, sur je sais pas, la scène de l'opéra, elle est plus longue. Même la scène, tout ce qui est autour de fumer un joint, ça va être plus long. On va s'attarder. Ça va être surjoué même. Oui, ça, voilà, effectivement. Mais la scène de l'anniversaire aussi, c'est beaucoup plus long également. Au début, moi, je l'avais vu comme, je trouvais que ça permet de voir vraiment comment se crée le lien entre les deux. Mais en fait, c'est vrai que parfois, c'est un peu du long pour rien. Oui, parce qu'au final, moi, je les trouve quand même moins complices tous les deux que Driss et Philippe Français. Ah ouais. T'as trouvé qu'ils étaient plus proches? Ah non, ouais. Là. C'est fou. On va parler de la scène de fin. Donc, on voit la séparation des deux personnages. Driss, il fait en sorte d'arranger la rencontre entre la femme avec qui Philippe entretenait une relation épistolaire et dans la version américaine, c'est Dell qui organise une rencontre avec Yvonne qui était sa secrétaire, qui était amoureuse de Philippe et en fait Philippe l'avait pas vraiment vu. Donc voilà, donc en gros c'est pour que les deux personnages des Philippe prennent leur envol sans eux. Et je trouve que tout se dit sur cette séquence, c'est-à-dire que il y a Driss et Philippe qui échangent un regard. Et je trouve que c'est hyper émouvant. Ils se regardent, t'as l'impression que c'est la dernière fois qu'ils se voient. Et franchement, ça me fout les boules à chaque fois. Je me dis, oh là là, c'est horrible. Philippe, il a son happy end et Driss, non. Lui, il part et il retourne à sa galère. Et dans le film américain, Philippe, il calcule même pas Dell. Que Dell regarde Philippe. Et là, le Philippe, il s'en fout. Limite, t'étais que mon auxiliaire, maintenant, va vivre ta vie, quoi. Et on voit après, effectivement, Dell qui est avec sa famille. Alors, c'est pas si facile que ça, mais il a son business, il a son truc. Est-ce que tu vois le personnage de Driss dans la version française, il fait quoi après à part l'entretien qui passe chez une espèce de chronopost, oui.
Et on voit pas ce qu'il fait en dehors Non. de cette histoire. Mais on voit que quand même, il a été marqué. Driss, il passe un entretien, et bah, il va être capable de parler du tableau de Dali, il va être capable de dire « C'est Ah là, vrai. la phrase que vous dites, c'est un alexandrin ». Il a été complètement marqué par cette amitié, en fait. Alors que d'elle, qu'est-ce qui lui reste? De l'argent, quoi. Tout le côté argent est mis en avant aux États-Unis, où finalement, d'elle, les moments de Oui. complicité, quelle boîte je pourrais monter pour que tu me files de l'argent, quoi. Ah oui, putain, tous les passages où Oui. il parle de boîte et tout ça, c'est... Alors que dans la version française, j'ai jamais vu Driss demander de l'argent à Philippe. Alors il y a ce côté fier, certes, mais peu importe. C'est-à-dire que pour lui, c'est son employé en tant qu'auxiliaire. Il le voit pas comme une vache à lait, celui qui va faire en sorte que derrière, il pourra réussir financièrement, quoi. Il compte pas sur Philippe pour le sortir de sa galère. C'est vrai. T'as le personnage de Philippe français, qui est aristocrate, de bonne famille, qui a sûrement gagné son argent de sa famille. Et t'as à côté de personnage américain, t'as encore cette histoire de self-made, Oui. même s'il est tétraplégique, il a fait tout son argent lui-même, donc il a une certaine fierté de ce qu'il est. C'est ta famille qui était riche. Ton père t'a donné tout son fric. Tout ce que j'ai, je l'ai gagné de dollar après dollar. Mon père ne m'a jamais rien donné. Ah, ça nous fait un point commun. Mais de toute manière, l'argent aux États-Unis est beaucoup plus marqué que dans la version française. Je pense que ça va un peu peut-être avec la volonté de ce qu'avait trouvé Vanity à l'époque raciste envers le film français. Parce que dans le film américain, chacun a sa réussite de son côté, alors que dans le film français, c'est vrai qu'on se concentre surtout sur la réussite de Philippe. Il y a un peu un archétype dans le film américain qui s'appelle le noir magique, où en fait, tu as un personnage noir qui arrive dans la vie d'un personnage blanc, qui va lui régler tous ses soucis et faire tout ça. Donc peut-être que le côté des Américains de voir Driss améliorer la relation amoureuse de Philippe et après s'en aller au vent loin, Ouais, tout à fait. ça a peut-être réveillé des mémoires dans la culture américaine par rapport à ça. Clairement, c'est ça, il s'en va, c'est genre limite Mimimati, il claque des doigts et il a amélioré il a amélioré la situation, mais lui, il retourne un peu à sa vie où ça va être la galère. Après, l'argent amène la culture, si tu as de l'argent, bah, c'est plus facile de faire de l'argent. Dans le film américain, on sent bien que c'est un des thèmes quand même principal, même s'il n'est pas, ça reste implicite, mais c'est très présent, quoi. Ah bah oui, c'est super présent. Et puis même voilà. le fait que effectivement, c'est grâce à son tableau qu'il a les 50 000, et donc pas grâce à Philippe directement. C'est un peu le self-made man, quoi. En gros, c'est grâce à son don, il a de l'argent. Grâce à ça, il achète une maison et il réussit dans la vie et il peut monter sa boîte. Moi, je l'ai plus vu comme là une forme de, on va dire, critique du milieu de l'art. Et encore une fois, de l'argent qu'il y a dans le milieu de l'art et qui rend parfois les choses absurdes. À un moment d'elle, quand il voit le mobile là qu'il y a au-dessus du lit de Philippe, il lui dit bah, c'est un mobile, c'est fait pour bouger, alors qu'en fait c'est une œuvre d'art qui coûte certainement très cher. Et en fait, il soulève cette espèce d'absurdité. Et là, pareil, avec l'argent, le fait qu'ils vendent le tableau à un prix exorbitant, finalement, c'est aussi tout l'argent qu'il y a derrière le monde de l'art et qui fait perdre un peu la tête à tout le monde. Ouais, mais il est aussi dans la version française, parce qu'à un moment, t'as un œuf de Fabergé, et elle lui dit tu me ramènes un œuf Kinder. Quand il y a la toile contemporaine avec les taches rouges, il lui dit moi je te le fais à Leroy Merlin. Bien sûr. Dans le film français, il y a aussi plein de fois où justement l'art est un peu tourné en dérision, quoi. C'est touchant des taches rouges sur un fond blanc. Et ça coûte combien, ça? Je crois qu'il a 30 000 €. Je peux vérifier si vous voulez. Ouais, vaut mieux vérifier quand même. Parce que ça me paraît exagéré comme prix. Et le mec, il a saigné du nez sur un fond blanc, il demande 30 000 €. C'est une connerie, ça, Philippe. Moi, pour 50 €, je vais chez Casto et je vous la fais la trace de mon passage sur Terre. Hein. Je vous mets même du blanc en bonus si vous voulez. Vous, ça vous a pas gêné comment sont traitées les femmes dans le film français? C'est un peu ultra misogyne comme film. Ah bah oui. En fait, c'est surtout le personnage de Driss par rapport au personnage de Magali, donc en gros Omar Sy avec Audrey Fleurot, où en gros il la drague mais très très lourdement. Il y a un moment où il va carrément même essayer de l'embrasser, il va la forcer un peu et du coup le personnage va lui foutre une gifle. Il y a des plans où on voit qu'il lui regarde les fesses, il regarde les seins, et même il y a des trucs, par exemple sur la femme qui entretient des correspondances, où il appelle et lui dit attention, peut-être que c'est un ton, peut-être qu'elle est grosse, qu'elle est moche, qu'elle est machin, alors que dans le film français, dans le film américain, peut-être à cause de l'affaire Weinstein, hein, ils sont beaucoup moins misogynes. Putain, ils sont ultra hardcore dans la version française. Oui.
Bon alors c'est comme ça qu'on va terminer cet épisode. Merci à tous les deux. Merci à toi. Merci Cynthia. Mille merci à Sarah pour son aide précieuse et un énorme merci à Charlie pour son soutien et sa patience. Merci aussi à vous, chers auditeurs, et n'hésitez pas à noter et commenter le podcast afin qu'il gagne en visibilité. À bientôt!